Et puis vous vous posez la bonne question de savoir si vous êtes dans votre bon chemin de vie. Et en fait, il s'avère que pas du tout. Et celui qui me l'a expliqué, c'est notre chien. En fait, le sujet favori de nos animaux de compagnie, je parle des animaux de compagnie, c'est... Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Shaina Lebeau et je communique avec les animaux depuis toute petite. Et ceci n'a strictement rien d'extraordinaire, puisque chacun d'entre vous, sans exception, a écouté les animaux quand il était enfant. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Ce qui s'est passé pour moi, c'est que à l'âge de 8 ans, j'étais un coup à la campagne, un coup en ville, un coup à droite, un coup à gauche. Et quand je suis partie à la campagne où il y avait tous les animaux avec lesquels je vivais, ils ont voulu fêter mon arrivée. Et au moment où ils ont voulu fêter mon arrivée, ils se sont dit, bon, on va passer le coq à la casserole. Et ce coq était mon ami. Il était considéré comme agressif, ce qui pouvait être un tout petit peu vrai avec les autres humains, mais pour moi c'était un ami très proche. Et ce jour-là, j'ai dit non, non, non. Et ils ont eu une parole que j'ai prise vraiment au premier degré, et ils m'ont dit maintenant ça suffit. Tu nous dis que tu communiques avec Fifi, avec les lapins, avec les poules. Maintenant tais-toi. Et je me suis tue et je n'ai plus parlé jusqu'à l'adolescence. Et ce qui fait que j'ai conservé la télépathie. Ce qui n'a non plus rien d'extraordinaire, puisque tous les êtres humains arrivent avec la télépathie au monde. C'est par télépathie que le bébé communique avec ses parents. Vous savez ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de me présenter, je suis en train de démarrer la conférence, je vais vous parler pendant 5 heures avec grand plaisir, et Florent n'aura jamais l'opportunité de se présenter comme d'habitude. Donc je termine juste cette phrase et je te donne la parole. Ensuite, tu me la coupes, hein, sinon, parce que sinon je... T'inquiète, je m'en occupe. Et puis, petit à petit, comme le disait Raphaëla tout à l'heure, en fait, ce qui m'a toujours animée, c'est d'écouter ce que disent les animaux, parce que c'est normal, parce que quand j'ai su que les autres humains n'entendaient pas les animaux comme moi, c'était une grande surprise. Mais pourquoi? Je comprenais pas en fait. Donc, petit à petit, j'ai continué à faire des séances pour les êtres humains, à domicile, à distance, jusqu'au jour où les animaux m'ont dit, écoute, maintenant, c'est bien gentil, tu viens, tu nous écoutes pendant 2-3 heures, mais nous, notre besoin, vraiment, c'est que tu apprennes aux autres à communiquer avec nous pour qu'on puisse s'exprimer tous les jours. Et là, j'ai fait mais comment est-ce que je peux transmettre quelque chose que je ne sais pas comment je fonctionne moi? Donc ça m'a pris un peu plus d'une année entière à observer comment je fonctionnais pour pouvoir créer. Ce qui m'a aidé, c'est que je suis aussi sophrologue, je suis aussi comportementaliste animalier et je me suis formée à des techniques thérapeutiques pour les êtres humains et je me suis intéressée au fonctionnement du cerveau. Et c'est comme ça que j'ai pu écrire des exercices qui permettent à tout un chacun de manière progressive. Quand je dis progressif, c'est-à-dire pas trop vite, parce que notre cerveau ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc de manière tranquille, que chacun puisse se reconnecter à la télépathie et à la fin des 2 jours, communiquer par télépathie avec les animaux pour écouter quels sont leurs vrais besoins, mais surtout, la chose la plus importante, c'est de leur offrir à eux leur vraie place dans le monde. Et non pas uniquement celle, j'en ai des frissons quand je vous dis ça, et non pas uniquement celle que nous on leur offre, c'est-à-dire d'arrêter de réfléchir tout le temps à leur place et d'écouter ce que eux souhaitent. À partir du moment où un animal vous montre un comportement considéré comme inadapté, c'est un message. Je te laisse te présenter. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, je suis Florent, je suis le mari de Shaina. Et si je suis là aujourd'hui également en tant que communicateur animalier, c'est pour vous dire que la télépathie n'est absolument pas un don, puisque je suis absolument pas formé, j'étais absolument pas formé à la communication animale, et mon domaine était plutôt le domaine de la finance, puisque je dirigeais des entreprises dans la finance. Absolument rien à voir avec la communication animale. Et il y a quelques années, j'étais à des années-lumière d'imaginer qu'on pouvait communiquer avec un animal. Pour moi, fort de toutes mes croyances, fort de mon éducation, évidemment, c'était impossible. Et puis, voyant faire Shaina, c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions, mais la vie fait que elle vous ramène à certains moments à des tests, notamment de santé. Et puis, vous vous posez la bonne question de savoir si vous êtes dans votre bon chemin de vie. Et en fait, il s'avère que pas du tout. Et celui qui me l'a expliqué, c'est notre chien.
Voilà. Et donc, il y a quelques années, j'ai pris la décision de changer de vie. Et puis, comme toutes les personnes qui viennent se former à la communication animale, en stage d'initiation, je me suis inscrit 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je me suis désinscrit 10 fois parce que c'était pas le moment. Et maintenant, c'est mon métier. J'ai fait effectivement tout le parcours professionnel. Voilà. Si je vous parle de ça, c'est tout simplement pour vous dire que moi j'étais le prototype de la personne complètement déconnectée, comme beaucoup d'humains, qui fonctionnent en fonction de leurs croyances. Voilà. La communication animale, ça va bien au-delà de la simple communication avec des animaux. Pour nous, la communication animale aurait plutôt quelque chose, je dirais presque de scientifique, puisque la télépathie, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Il n'y a rien d'ésotérique à la communication animale. Tout le monde est capable de le faire. Par contre, ça ouvre des perspectives et des réflexions sur des choses qui nous entourent et qui peuvent prendre effectivement d'autres dimensions, puisque vous allez le voir, les animaux ont beaucoup de sagesse. Alors, avant de vous expliquer comment fonctionne la télépathie, je voudrais vous poser une question. À votre avis, quel est le sujet préféré des animaux quand on les écoute? Vous avez une idée? Oui. Oui. Manger? Oui, exactement. Alors, c'est pas manger, c'est pas les caresses. Alors, l'amour, c'est une bonne réponse dans la mesure où l'animal, lui, ne sait pas faire, enfin, il ne sait pas fonctionner autrement que d'aimer. Il nous aime, de quoi qu'il se passe, il aime son humain et les autres animaux aussi d'une manière inconditionnelle. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de oui mais il m'a fait ci, il m'a fait ça, il n'y a rien de tout ça. L'animal se distingue par une chose, et après je réponds à la question que j'ai posée, il se distingue par une chose par rapport à l'être humain, c'est qu'il n'a pas de mental. Donc ça veut dire que s'il n'a pas de mental, il ne peut pas se poser 1 million de questions en quelques secondes. Il est dans le moment présent, c'est-à-dire que quand il fait quelque chose, il le fait vraiment, sans penser à ce qui s'est passé avant ou après. Alors je vais répondre à la question, et après je reparlerai du après et du avant. En fait, le sujet favori de nos animaux de compagnie, je parle des animaux de compagnie, c'est les humains de compagnie. Donc, c'est nous. Donc ça veut dire que dans une séance de communication animale qui va durer 2-3 heures, une séance de communication animale va durer 2-3 heures. 2-3 heures. L'animal, il va balancer sec. Il a accès à des informations même avant qu'on soit avec lui. Donc ça veut dire que il nous montre un comportement inadapté entre guillemets et il va aller chercher la cause sur ce qui s'est passé pour nous dans notre histoire, dans notre relation même avec papa quand on avait 5 ans. Il a accès à notre inconscient. Donc quand on communique avec lui, il va nous parler de nous. Et ça veut dire que, imaginez que dans un foyer, il y a, je sais pas, 3 personnes, par exemple les parents avec un enfant, il faut que les 3 personnes du foyer soient présentes. Tout au début où j'ai enseigné la communication animale, j'ai été confrontée aux dérives qu'il pouvait y avoir. Donc je me suis dit à ce moment-là, oh là là, j'ai 2 solutions. Soit je cadre, soit j'arrête. Donc j'ai cadré. Et j'ai carrément écrit un code éthique. Et ce code éthique, il dit 3 choses. La première chose, c'est tous les humains du foyer, sans exception, doivent être d'accord pour la communication avec le chien de la maison, par exemple. Ensuite, je vais bien sûr expliquer que l'animal va parler des petites choses de sa vie, c'est comme ça, et des humains avec lesquels il vit comme ça. Donc ça veut dire que, est-ce que les humains sont prêts à entendre toute la profondeur des messages? Donc là, ça commence à grincer un peu. Et la troisième question, qui est évidemment la plus importante, c'est est-ce que tous les humains du foyer, sans exception, sont prêts à mettre en place ce que l'animal va proposer, mais pas que pour lui. Je vous donne un exemple. Les humains, ils aiment bien savoir si l'animal, il aime bien ce qu'il mange, s'il dort bien, s'il est bien, etc. L'animal, il trouve toujours l'opportunité, même quand on lui pose une question, il va trouver l'opportunité pour parler de ses humains. Il y a quelques jours, j'ai fait une communication avec un chat, et donc à la fin, au moment des questions, lui-même me dit est-ce qu'il apprécie ce qu'il mange. L'animal dit non, pas du tout. Mes croquettes, elles sont vraiment, j'apprécie pas du tout. Et je lui dis mais
Pourquoi? Donc il m'explique qu'il a besoin de plus d'humidité dans sa nourriture et il me dit et puis en plus, et c'est là où il saisit l'opportunité, en plus donc le monsieur qu'on va appeler Gilbert qui est le monsieur de la famille, de toute façon il bouffe que des frites, il se nourrit extrêmement mal, il est important pour lui maintenant qu'il change son alimentation. Voilà, et c'est tout le temps comme ça. Nos animaux, ils captent nos pensées, nos émotions, nos états d'âme H24. Si vous avez des animaux à la maison, ils sont là. Ils sont en train de vous surveiller. Je vous donne un exemple. Un jour, j'étais en communication avec un autre chat qu'on va appeler Félix. Et Félix est en train d'expliquer à la dame qu'on va appeler, je sais pas, Lucienne. Il explique à Lucienne que sa relation avec Émile, n'importe quoi, n'est pas épanouissante pour elle. Ça ne fait pas de Émile quelqu'un de pas bien, ça fait que la relation Lucienne-Émile ne marche pas. Et Lucienne répond, mais de toute façon, on est séparés, on ne se voit plus. Et le chat, il arrive en trombe, il dit, c'est pas vrai, ils se sont vus hier soir. Et Lucienne me dit, mais comment il le sait, puisqu'on a été manger au restaurant, on n'est pas venu à la maison. Ils sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire que dans un foyer, alors je vais revenir tout à l'heure sur ce que je vous disais, quand on parlait du moment présent. Les animaux ont une histoire qui peut être avec ou sans nous, qui peut avoir été sans nous pendant quelques mois, voire quelques années. Quand ils parlent de leur passé, c'est jamais pour se plaindre, jamais pour juger. Il y a zéro jugement chez les animaux, ils savent pas faire. Ça fait pas partie de leur fonctionnement. Donc ils vont en parler que si ça apporte quelque chose dans le moment présent. Si ça apporte quelque chose dans le moment présent, c'est qu'il y a un lien entre le passé de l'animal et le passé de l'être humain. Et c'est là où ils vont à nouveau saisir l'opportunité d'en parler, à travers leur histoire. Quant au futur, alors par exemple, ils vont nous dire, ok, t'as l'intention d'aller faire une conférence à Chambéry, ça s'organise. Donc tu fais ce qu'il faut, etc. Mais une fois que c'est fait, tu vas pas te demander pendant 10 ans ce qui va se passer pendant cette conférence. Tu vas simplement revenir dans ce que tu dois faire et passer à l'étape suivante. Et puis après, au moment où ça arrive, tu viens et puis tu fais ta conférence, quoi. Donc la relation par rapport au temps et à l'importance des événements n'a rien à voir avec tout le poids que nous on peut mettre sur des événements passés qui sont aussi source de c'est la faute de, si j'avais su j'aurais, etc. Tout ça, c'est passé. Et par contre, effectivement, les animaux vont nous le ressortir uniquement pour qu'on puisse avoir une action dessus pour les soulager et nous soulager. Les animaux ressentent toutes les émotions au même titre que nous. Ils ont les mêmes émotions. Je voudrais juste faire une toute petite parenthèse par rapport à la jalousie, parce que souvent on nous rétorque que les animaux peuvent être jaloux l'un de l'autre ou de telle situation. C'est jamais ça, parce que la notion de jalousie, c'est vraiment être envieux d'une situation ou de quelque chose que l'on n'a pas. Les animaux ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas cette notion de jugement. Par contre, c'est une question de place, la place de chacun. Donc, ils ont vraiment une palette d'émotions qui est très proche de la nôtre. Et ils ont aussi surtout une vision des émotions qui nous fait grandir. Parce que quand ils nous parlent de ces émotions-là, ils nous font prendre conscience que ce n'est jamais, comme disait Shaina, l'événement extérieur qui est source de notre problème. Ils nous font simplement comprendre que si nous sommes touchés par une émotion, c'est parce que l'on a quelque chose à régler. Donc à chaque fois qu'on fait une communication animale, l'animal va beaucoup parler de l'humain, il va parler des émotions de l'humain, il va remonter sans jugement et en toute bienveillance, de façon très factuelle à la source, en nous expliquant que l'émotion a pris naissance à tel moment de la vie de l'humain, et qu'à partir de là, s'il décide de la régler, il va non seulement se soulager, l'humain, mais il va également soulager l'animal. Là, on va parler de bien-être animal. On va parler de bien-être animal parce que il ne peut pas être dissocié de la relation animaux-humains. Donc, quand on fait de la communication animale, et c'est ce que nous véhiculons dans nos stages, c'est véritablement de prendre conscience que chaque être vivant, humain, animaux, a sa place et que en les écoutant, en s'écoutant, sans se couper la parole,
puisque la télépathie permet de ne pas se couper la parole, surtout pas, et de véritablement s'écouter, de pouvoir mettre en place ce qui est nécessaire pour le bien-être de chacun. Tout à l'heure, je vous disais qu'une séance va durer 2-3 heures. Le contenu d'une séance, il y a 3 parties. La première partie consiste pendant 1 heure, 1 heure et quart, parfois 1 heure et demie, uniquement à écouter ce que l'animal a besoin d'exprimer. C'est pour ça que le titre de la conférence, c'est « Je ne chuchote pas à l'oreille des animaux, je les écoute ». Si on se met à la place d'un animal qui est au monde depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, pendant tout ce temps-là, il montre des signes extérieurs, par exemple un chat qui va miaouter, il va vous faire savoir des choses, et puis l'humain, il va donner des croquettes. Bon, non, j'en veux pas. Il va ouvrir la fenêtre et le chat, il va aller se balader en disant... Voilà. De toute façon... En fait, dans cette première partie, l'animal va nous transmettre ce qu'il a besoin d'exprimer tout de suite, là, maintenant. À chaque fois qu'il va exprimer quelque chose, le but, c'est de savoir pourquoi, à chaque fois, il nous dit cette chose. Pour aller en profondeur. Ensuite, dans la deuxième partie de la même séance, donc au bout d'1 heure et quart, 1 heure et demie, c'est de traduire à tous les humains du foyer, avec des mots compréhensibles, tout ce que l'animal vient d'exprimer par télépathie. Tout de suite après, je vous explique ce qu'est la télépathie. Et dans la troisième partie de la même séance, là, la troisième partie, c'est la réunion de famille. Tout le monde se retrouve pour poser toutes les questions que les humains veulent. Et là, c'est les questions à l'initiative de l'humain, destinées à l'animal, et pour passer des messages, quels qu'ils soient. C'est pour ça qu'une séance, ça dure 2-3 heures. Il n'est pas envisageable de communiquer avec un animal uniquement pour lui poser des questions d'humain. Parce que sinon... Lui, il peut pas exprimer ce qu'il a envie d'exprimer, et parfois il va même vous faire une patte d'honneur en disant cette question-là, moi je peux pas y répondre parce que c'est même pas d'actualité. J'ai besoin avant de te dire ça, te dire ça, te dire ça, te dire ça. Donc ils ont besoin de cette écoute. Les animaux, quand ils sont quelque part, ils ne sont jamais là par hasard. Si l'animal est là, vous savez, des histoires comme ça, vous en connaissez plein. Là, j'ai une copine à un moment donné, son chat était décédé, on l'a accompagnée en fin de vie, on a fait tout ce qu'il fallait, et elle m'a dit de toute façon c'est fini, je prendrai plus jamais d'animaux parce que c'est trop dur quand ils partent, et puis en plus maintenant j'ai voyagé, donc je pourrais pas avoir un autre animal. Et puis là, ce qui s'est passé, comme pour beaucoup d'humains, il y a un animal qui s'est présenté dans son jardin, un autre chat, et puis au début il était à l'extérieur, et puis elle, au bout d'un moment, le chat s'est approché, elle lui a donné un petit peu à manger, où est-ce qu'il a terminé? Dans son lit. C'est pas possible de faire autrement, c'est, comment on dit, irrésistible. C'est irrésistible. Le nombre d'humains qui choisissent sur Internet d'aller chercher un Yorkshire à 500 km de là où ils habitent, ils font la route, ils vont chercher le Yorkshire. Ils arrivent, il y a un Doberman qui est en mission avec la personne du foyer, l'humain il repart avec le Doberman. Il ne peut pas faire autrement. Le nombre d'animaux qui trouvent des solutions pour être là où ils doivent être, y compris parcourir des centaines de kilomètres, c'est des histoires aussi qu'on entend très régulièrement. L'animal, il a quelque chose à réaliser dans le foyer. Il aime toutes les personnes du foyer de la même manière, mais c'est ce que j'ai appelé une mission. Alors ce mot mission, il a aucune autre connotation que de dire pourquoi il est là. Et quand on communique avec lui, l'animal va l'exprimer. Je vais raconter une petite anecdote par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, j'étais partie dans mon truc, ça y est. C'est bien. C'est l'histoire d'un chat qui rentrait jamais dans une maison, et les humains m'ont téléphoné pour savoir si ce chat voulait vivre avec eux, parce ils envisageaient de déménager. Alors c'était une très très bonne démarche, puisque l'animal était tout le temps là, il le nourrissait, mais il ne voulait absolument jamais rentrer dans la maison. Et il s'était assuré qu'il n'y avait pas d'autres humains, bien sûr, qui étaient entre guillemets propriétaires du chat. Et quand je fais la communication, le chat éclate de rire et il commence à me dire mais enfin, et si j'ai ce comportement-là, c'est pour leur montrer qu'ils ont besoin de déménager. Et je ne veux pas rentrer dans cette maison, ils ont besoin de déménager. Et alors, j'explique ça au couple, et le couple dit, c'est quand même un petit peu le monde à l'envers, parce qu'on se posait la question. Et ils décident de déménager. Mais par contre, ils se posaient aussi la question, comment faire pour le faire venir dans l'autre maison? Et je leur ai dit, écoutez, vous m'appelez, et quelques jours avant le déménagement, je le préviens, et le jour du déménagement, je me mets aussi en communication avec le chat pour voir ce qui se passe, et lui expliquer les choses. Et puis, c'est ce qu'on fait, donc à plusieurs étapes.
Et puis, une semaine après, j'ai reçu une photo. Le chat était bien couché sur le canapé, à l'intérieur, dans l'autre maison, sans aucun problème. Et donc, il avait réussi sa mission, c'est-à-dire il avait réussi à rentrer dans le foyer. Et ensuite, il allait mettre en place une autre mission avec l'un des membres du foyer. Je vais te laisser expliquer la suite pour les missions. Alors, au niveau des missions, il y a... Après, je vous explique la télépathie, promis. Hein. De toute façon, je vous l'ai promis. Au niveau des missions, il y a autant de missions qui existent que d'animaux. Il y a quand même des missions très spectaculaires, qui est en lien également avec ce que nous on vit en communication animale, mais également à ce que l'on vit avec les vétérinaires. Il y en a ici qui sont vétérinaires? Ok, bon, c'est rare. En fait, les animaux captent également nos maladies. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre une maladie en totalité ou en partie chez un être humain. Alors, moi, ce que je vous dis là, je le constate tous les jours, mais il y a même un vétérinaire qui a écrit un bouquin sur ce sujet qui s'appelle « L'animal et le miroir de l'homme ». Il s'appelle Olivier Grandry. Si vous voulez vous l'acheter, si vous n'êtes pas vétérinaire, vous allez comprendre que la moitié, mais cette moitié est très intéressante. À chaque fois que l'on a une maladie chez l'animal, il n'y a pas d'animaux qui ont des maladies neurologiques, qui ont des cancers, du diabète, etc. Ça n'existe pas dans la nature. Ça n'existe que pour les animaux de compagnie. Si l'humain écoute son animal et règle la cause de cette maladie, si la maladie n'est pas trop avancée, ça veut dire que ça peut complètement soulager l'animal. Il n'y a rien de miraculeux. C'est simplement que la cause est réglée. Donc ça veut dire que tout ce qui est émotionnel chez nous en tant qu'humain de compagnie est pris en charge par l'animal de son propre choix. Je dis bien de son propre choix, parce que les animaux ont aussi du discernement. Et comme je vous le disais tout à l'heure au début, le but de communiquer avec les animaux, c'est de ne plus leur dire ce qu'ils doivent faire, mais d'écouter leurs besoins. Et là, cet animal-là, il dit, moi, je décide de mon propre chef de capter cette maladie parce que je suis là pour soulager mon humain. Alors, il y a des missions de fun aussi. Il y a des missions où l'animal va faire plein de bêtises pour faire rire tout le monde dans la famille. Ça peut être des missions pour accompagner un enfant. Ça peut être tellement de choses. Le but final, et c'est pour ça que j'ai appelé l'école la goutte d'eau du colibri. Vous connaissez l'histoire du colibri ? De toute façon, je vais vous la raconter. C'est l'histoire d'un petit colibri qui est dans la forêt. Et petit colibri, comme il y a un incendie, il va au lac d'à côté, il prend des gouttes d'eau. Le colibri, il est petit, il a des ailes comme ça, il va très très vite. Et il prend des gouttes d'eau et il va comme ça, il fait des allers-retours sur l'incendie. Et puis à un moment donné, il y a un autre animal qui s'appelle un tatou qui se présente à lui et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu crois quand même pas que tu vas éteindre l'incendie comme ça, toi tout seul ?» Et petit colibri répond « Je le sais, mais je fais ma part. » Ça veut dire que si tous les êtres humains, ici ou ailleurs, et encore plus ailleurs, écoutent ce que les animaux ont besoin d'exprimer par télépathie, chacun fait sa part. Mais même, écoutez les fourmis qui sont chez vous, hein, même peu importe le niveau de sa part, l'essentiel c'est de faire quelque chose. Alors que ce soit pour les animaux, ou pour le vivant en général, ou pour l'humanité, ou pour le monde. J'ai envie de dire, peu importe. Vous voulez poser une question ? Ah non, je croyais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je sais pas, vous pouvez, hein. Faites les timides. Je vais expliquer la télépathie ou tu voulais dire autre chose ? Je voulais juste revenir sur la notion de relation, notamment avec les vétérinaires. Pour nous, elle est très importante parce qu'on se substituera jamais à un vétérinaire. Nous, on n'est pas capable de recoudre un animal, on n'est pas capable de faire un diagnostic. Par contre, on est là pour écouter l'animal. Donc, c'est très complémentaire et c'est pour ça que dans l'école, on a de plus en plus d'auxiliaires vétérinaires ou de vétérinaires qui viennent se former également. Parce qu'en collaborant, le vétérinaire peut aussi constater que quand il met en place certains traitements, le traitement fonctionne pas parce que la cause émotionnelle est chez l'humain. Or, il n'est pas armé pour pouvoir faire une ordonnance à l'humain. Donc, la communication va permettre justement de faire passer le message et pour que ça se passe bien entre tout le monde. Voilà, donc j'insiste vraiment parce qu'en termes d'éthique, c'est très important pour nous de ne pas marcher sur les plates-bandes des vétérinaires parce que ce sont les seuls référents en termes de santé de la communication, en termes pour les animaux. Vous savez, quand vous allez après, promis, je vous explique la télépathie. Vous allez chez l'ostéo. Vous y allez une première fois, l'ostéo vous soulage, vous avez plus mal. Et puis une semaine après, la même douleur arrive au même endroit. C'est exactement ça. C'est que tant que la cause n'est pas réglée, la douleur va réapparaître. C'est exactement le même système. Alors la télépathie, c'est quoi ? La télépathie, c'est juste de la transmission de pensée.
La télépathie, tout le monde en fait tous les jours, puisque quand vous décrochez votre téléphone et vous dites allô, papa, maman, j'allais t'appeler, c'est de la télépathie. Quand vous êtes en train de cuisiner, que quelqu'un vous donne le sel alors que vous étiez en train de vous dire je vais chercher le sel, c'est de la télépathie. C'est de la télépathie involontaire. Nous, ce que l'on fait, c'est que volontairement, on va se connecter à un animal pour écouter ce qu'il a besoin d'exprimer. Pour ça, quand on observe ce qui se passe dans le cerveau, tous les êtres humains ont un cerveau. Vous êtes d'accord? Le cerveau des êtres humains émet des ondes cérébrales qui vont de 0 à 100 pour la faire courte. Ces ondes cérébrales, elles sont différentes en fonction de ce qu'on est en train de faire. Par exemple, là, vous êtes a priori tous en état éveillé, donc votre cerveau, il est en train d'émettre des ondes qui vont de 14 à 30 Hertz à peu près. Les animaux, eux, leur cerveau, puisqu'ils en ont un aussi, émet, quoi qu'ils fassent, des ondes de 7 à 13 Hertz. Donc si je regarde la correspondance chez l'être humain, ça correspond à une relaxation légère. Donc les animaux se sont arrangés pour qu'on communique avec eux, qu'on se relaxe. Une fois qu'on est en relaxation légère, donc c'est en mode alpha, tout simplement, ça actionne une partie de notre cerveau automatiquement, ça ouvre notre cerveau droit. Notre cerveau droit a plusieurs facultés, dont une qui est ouais, c'est ça. Capter les perceptions sensorielles. De capter des perceptions sensorielles. Ça veut dire qu'il va capter, avec nos 5 sens, tout plein d'informations qui arrivent de l'animal. Donc nos 5 sens, vous les connaissez tous, sauf que quand on est en mode télépathique, les sens que l'on a actifs ne sont pas forcément les mêmes que dans la vie. Ça veut dire que, alors, pour une raison que je ne connais pas, j'ai eu beaucoup d'aveugles en stage. Et un aveugle en télépathie voit l'animal, il est capable de me décrire l'animal qui est sur la photo, alors qu'il ne voit pas. Donc, nos sens sont complètement différents. Et c'est pour ça que c'est un des exercices qu'on fait le premier jour du stage initiation, que chacun sache comment est-ce qu'il capte les informations quand il est en mode télépathique. Parce que tout le monde ne va pas avoir des images, ne va pas avoir des odeurs. Chacun va fonctionner d'une manière différente. Une fois que notre cerveau droit a fait son marché et a capté tout plein de perceptions sensorielles, l'humain va sortir du mode alpha pour revenir en mode bêta, donc en état d'éveil. Et là, le cerveau gauche reprend sa place automatiquement. Et le cerveau gauche, une de ses facultés, c'est le rationnel, c'est l'action. Et donc, c'est de traduire avec des mots tout ce que l'animal, tout ce que l'humain a reçu comme perception avec son cerveau droit au niveau des perceptions sensorielles. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à transmettre à l'être humain tout ce que l'animal vient de dire. Et là, vous allez avoir une communication avec un animal qui va être avec tout plein d'informations qui nécessitent d'être creusées. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui reçoit par exemple des images va recevoir l'image d'une pizza. Super. Qu'est-ce que je vais dire? Tu bouffes trop de pizza. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ton chat aime la pizza. Je peux encore dire, y a une nouvelle pizzeria qui s'est ouverte dans le village, ce serait bien qu'on l'essaye. Je peux délirer comme ça pendant 2-3 heures. En demandant à l'animal pourquoi il envoie cette image de pizza, l'animal va me répondre. Si la réponse est suffisante, je vais m'en contenter, sauf que c'est rarement le cas. Il y a toujours besoin de creuser pour aller plus loin, pour correspondre aux besoins de l'animal qui dit quelque chose de très important pour lui. Et au final, il est en train de proposer à ce monsieur, qui est expert comptable, que dans sa vie d'expert comptable, aujourd'hui, il s'épanouit plus et qu'il a besoin de monter un food truck de pizza et que là, il va s'éclater. Vous voyez le chemin? Et c'est ça, communiquer avec les animaux. Ça va beaucoup plus loin que ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous me disiez il va parler de son miam et de dormir, etc. Ça, c'est franchement, anecdotique pour eux. Anecdotique. Est-ce que vous avez des questions? On continue le monologue? Ah. Avec un animal décédé? Oui, c'est possible, mais c'est pas de la télépathie. C'est de la médiumité. Donc, c'est pas du tout ce que on va vous enseigner dans le stage initiation, dans lequel vous allez vraiment apprendre à communiquer avec les animaux vivants. Par contre, après le stage initiation, il y a tout un parcours pour les personnes qui veulent approfondir ou même devenir professionnels. On a à peu près tous les ans 7-8 personnes qui sortent diplômées de l'école. Et là, à un moment donné du parcours, il y a cet enseignement pour communiquer avec les animaux décédés.
Ce qui est important avant de communiquer avec un animal, pardon, j'arrive. Avant de communiquer avec un animal décédé, c'est l'étape d'avant, c'est-à-dire d'accompagner l'animal en fin de vie. Et un animal qui est en fin de vie, contrairement à ce qu'on peut imaginer en fonction de ce que l'on voit, on peut avoir un animal qui est très maigre, qui ne mange plus, qui fait ses besoins partout, et en communiquant avec lui, il va dire non, pour moi, c'est pas le moment. Parce que les douleurs que nous on imagine de l'animal n'est pas forcément les douleurs que lui ressent. Et donc par télépathie, il va nous faire ressentir s'il a petit mal, moyen mal, grand mal, et surtout ce que lui souhaite. Est-ce qu'il veut aller chez le vétérinaire ou pas? Il y a un chat en ce moment, ça va faire maintenant 6 semaines qu'il est en fin de vie et que je le suis. 6 semaines. Si son vous verriez physiquement, si on se base sur ce que l'on voit de ce chat, je vous assure, vous allez tout de suite chez le vétérinaire en vous disant il faut le soulager. Et le chat, pas du tout, c'est un warrior. Il veut pas du tout partir chez le vétérinaire, il veut continuer à vivre. Et l'humaine suit, il a fait une énorme boule sur son corps, la boule elle a explosé, enfin il y a eu des tas de péripéties, il est toujours là, parce qu'il n'a pas terminé ce pourquoi il est là. Donc c'est aussi ça qui est important en fait, c'est de ne plus se baser sur ce qu'on voit avec nos yeux d'humain, de faire abstraction de toutes les interprétations qu'on peut avoir. D'ailleurs, le mot interpréter, je l'ai banni de mon vocabulaire complètement. De ne plus interpréter, de fermer nos yeux d'humain pour traduire fidèlement ce que l'animal va exprimer. Et c'est ça, les écouter vraiment. Je vais juste mettre un petit complément par rapport à l'animal décédé. Les animaux nous demandent d'attendre environ 6 semaines avant de communiquer avec eux après leur décès. Tout simplement pour le temps que l'âme se pose. Par contre, il n'y a pas de limite de temps. On peut tout à fait communiquer avec un animal qui est décédé il y a 30 ans ou 40 ans. Et puis la communication, par contre, se fera pas de la même façon, puisqu'il n'y aura pas la 3e phase des questions, qui sont des questions purement humaines, par rapport à ses croquettes, par rapport à ce dont il a besoin. Comme nous ne souhaitons pas embêter l'âme de l'animal, nous ferons que la phase d'écoute et de retranscription. Donc phase 1 et phase 2 d'une séance. Non, c'est l'écoute uniquement de l'animal. Donc, si tu veux, par exemple, tu as un animal qui s'appelle Tigro. Ok, donc Tigro. Donc, si tu nous demandes de communiquer avec Tigro, soit Tigro est présent, soit on a une photo de lui. On va te demander son nom, son âge, le nom de ses humains et le lieu de vie. Et hop, on connecte avec l'animal tout de suite. Ben, pour ceux qui sont là demain, on va le faire lors de l'atelier demain après-midi. On est quasiment toute l'après-midi en atelier, hein, avec ceux qui veulent venir, avec une photo de votre animal ou votre animal. Donc, en connectant à l'animal, à chaque fois, il va nous envoyer des informations par télépathie. La différence avec ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est que comme nous ne sommes pas débutants, si tu veux, au bout d'un moment, ton cerveau, il s'assouplit. Alors, ça, c'est mes mots à moi. Hein. Je sais, il s'assouplit pas pour de vrai. Hein. Tu deviens pas un chamallow. Et je dis que le cerveau s'assouplit et tu ne reçois plus les informations avec des images, etc. Tu les reçois traduites. Et donc, tout de suite, bah, tu écoutes l'animal, tu écris tout ce qui te balance. Et ça dure 1 heure, 1 heure et quart. Alors, c'est pas en regardant la photo, c'est en me connectant à l'animal, à cet être vivant qui est derrière la photo. Et la photo est importante et les informations sur l'animal aussi, parce que un chat, tigrou, des chats qui s'appellent tigrou, il y en a plein. Mais moi, c'est ton chat avec lequel je vais communiquer et pas le tigrou du voisin. Donc, c'est pour ça que toutes ces informations bien précises sont super importantes. Ça va, j'ai répondu? Oui. De comprendre? Oui, on ne fera pas d'anamnèse, on discutera pas du tout, on veut rien savoir de la vie de l'animal. On veut juste simplement que tous les humains du foyer soient présents. Parce que les messages, et nous ne savons pas au départ à qui ils vont être délivrés. Et comme notre rôle de communicateur animalier, c'est bien évidemment de l'écouter, mais c'est surtout de faire passer le message à l'humain pour que ce soit entendu et mis en place. Là, il y a un peu plus de taf. Donc on parlera avec l'humain après, dans la deuxième partie. Oui. Alors, dans ce que je peux tutoyer, je tutoie un peu facilement, c'est OK? OK. Donc l'animal, il y a 2 choses dans ce que tu exprimes. Il y a le côté physiologique et il y a le côté de sa vie d'aujourd'hui. Donc il y a des réactions par rapport à quelque chose du passé. Quand on va écouter de ce dont on parlait dans la première phase de la séance, l'animal va exprimer plein de choses. Il peut en parler ou pas. S'il n'en parle pas, dans la 3e partie, on va lui poser la question. Pourquoi est-ce que quand je claque la porte, tu as peur? Mais sans induire
Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé? Est-ce que c'est pour ça que tu as peur? Sans rien induire. Toujours rester le plus neutre possible pour lui donner l'opportunité d'exprimer ce que lui veut dire. Une fois qu'il se sera exprimé, il va demander des choses à mettre en place pour lui et pour les humains, puisqu'il n'est pas là par hasard. Si tu veux, il n'y a pas 100% des humains qui récupèrent un animal qui a vécu des choses aussi dures. Donc, il y a quelque chose en lien avec les humains du foyer. Et ça, il va l'exprimer aussi, et il va demander des choses à mettre en place pour lui et pour tous les humains du foyer. Donc oui. 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 Alors, je vais pas utiliser le mot guérir, parce que je fais attention au vocabulaire par rapport au monde médical, quel qu'il soit, vétérinaire ou médecin. En fait, tu sais, nous, en tant qu'êtres humains, dès lors où on exprime les choses qu'on ressent et qu'on est entendu, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Ben, c'est exactement pareil. La différence, c'est que l'animal n'ayant pas de mental, il va pas être dissocié. Nous, les êtres humains, on est capable de dire des choses qu'on ne pense pas parce que notre mental nous fait des croche-pieds. Alors que l'animal, ben, c'est clair, c'est net. Comme le disait Florent tout à l'heure, quand on l'écoute, on peut pas se couper la parole. C'est d'une fluidité folle. Et là, c'est super clair après pour les êtres humains. On imagine, l'animal, il raconte un truc, et puis toi, je te le traduis, et tu me dis, non mais ça, je comprends pas, ça me parle pas. Ok, ben alors je vais redemander à l'animal. Donne-moi un complément d'information, ton humain comprend pas, qu'est-ce que tu peux me dire pour que l'humain comprenne? Et là, c'est super clair. C'est très précis. En une séance de communication avec l'animal, à partir du moment où la séance est profonde et qu'elle va vraiment écouter, vraiment, mais vraiment, quand j'insiste lourdement là-dessus parce que c'est ce qu'il y a de plus important, et que les humains mettent en place ce que l'animal propose, tout va bien. Je reviens quand même à l'aspect physiologique. Ça ne veut pas dire que quand la porte va claquer, l'animal ne va plus sursauter. Mais toi, tu vas pas non plus régler en 5 minutes tout ce que tu as à régler. Ben, c'est exactement pareil. Donc, il y a toujours besoin de ce temps. Sans faire d'anthropomorphisme, justement, imaginez-vous, vous êtes un chat ou un chien qui a une dizaine d'années, et pour la première fois de votre vie, on vous demande de vous exprimer. Et la première chose que vous avez envie de dire, c'est pourquoi vous êtes là, quelle est votre mission, et ce qui vous tient le plus à cœur. Et il y a toujours 2 effets dans une communication animale. Le premier, il y a le soulagement de s'être exprimé, et là on le ressent. Et le deuxième, c'est que la mission soit entendue par les humains pour que ce soit mis en place et que ça soulage tout le monde. Donc imaginez-vous le cadeau que vous faites à votre animal en le laissant s'exprimer, et pour que la première fois de sa vie, il puisse véritablement dire ce qu'il a au fond de lui, sur son cœur, je dirais même au fond de son âme. Et puis le cadeau que vous vous faites à vous, parce que le cerveau, c'est 80% d'inconscient. Et si on a des choses sur lesquelles on a bloqué et qui sont importantes dans le moment présent, l'animal va venir mettre la patte dessus et va nous aider à avancer justement. Et le fait de pouvoir vivre aussi avec des animaux en permanence, de pouvoir les écouter, de pouvoir les entendre, de pouvoir avoir cette relation en permanence nous fait avancer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a rien de spirituel. Par contre, ça ouvre sur des consciences, sur plein de choses, puisque on voit bien que nous, les humains, qui représentons 0,0001% des êtres vivants sur la Terre, on a pris beaucoup de place, on a pris le pouvoir, et de peut-être les écouter un petit peu plus permet simplement de revenir à l'essentiel et de remettre un petit peu la place à tout le monde. Oui. Est-ce que vous communiquez de la même manière avec les animaux qui ne sont pas domestiques? Oui, bien sûr. Les animaux sauvages? Ou même les oiseaux? Oui, les animaux sauvages. Quand je parle d'animal sauvage, je parle des insectes, des oiseaux, du sanglier dans la forêt. Oui, oui, bien sûr. Mais il y a des histoires extraordinaires avec les animaux sauvages. Par exemple, l'été dernier, j'étais dans la forêt à côté de là où on habite, et j'ai fait une rencontre. Alors, ne rigolez pas, hein. J'ai rencontré un criquet. Voilà. Et il s'est pas appelé Jiminy. Et le criquet, si vous voulez, vous avez déjà vu un criquet, vous vous approchez d'un criquet, il s'en va. Ben lui, il s'est pas en aller, évidemment, il est resté là avec ses petites pattes comme ça, et puis on a tchatché pendant un quart d'heure. Et il m'a raconté des choses qui le concernent. Il m'a fait part de sa vie, de choses qu'il rencontre, de quelques peurs qu'il avait aussi. Et puis quand il m'a parlé de ses peurs, en fait, il a fait un lien, moi, avec ma vie. C'est pas vrai. Le criquet qui me raconte des trucs de ma vie. Ben ouais.
Et il m'a suggéré des choses à mettre en place. Le criquet. Non mais, donc les animaux dits sauvages, à partir du moment où tu crées une rencontre, ça veut dire que évidemment elle n'est pas par hasard et qu'ils vont exprimer des choses à ta destination aussi. Mais même, je suis allée un jour aux Açores. Vous voyez, les Açores, c'est en plein milieu de l'océan, en plein milieu de l'océan Atlantique. Et dans cet océan Atlantique, il y a plein de mammifères marins. Donc il y a des centaines de dauphins, de baleines, il y a même des requins. Enfin, il y a de tout. Et moi, mon idée, c'était d'aller en mer tous les jours à leur rencontre, avec beaucoup de bienveillance, évidemment, et le respect total de l'environnement, hein, bien évidemment. Et tous les jours, il y a le même dauphin qui est venu me voir. Pourquoi ? Parce qu'il avait des choses à me raconter et des choses qui me suggéraient. Après, il y avait des choses aussi, puisqu'on était 8 par bateau, il y avait aussi des messages pour les autres personnes du bateau. Et à chaque fois qu'on sortait dans l'océan, en fait, au bout du premier jour, bizarrement, quand on sortait, nous, il y avait énormément d'animaux qui venaient, à tel point qu'après, tous les humains voulaient venir dans le même bateau que moi. Mais ce qu'ils n'avaient pas et ce que je n'avais pas dit, c'est que quand ils allaient être sur le bateau, ils allaient en prendre plein. Et chacun, à chaque fois, a eu des messages des animaux marins, quels qu'ils soient. Vous savez, quand vous parlez à un animal, vous êtes déjà posé cette question. Quand vous êtes chez vous, vous parlez avec votre chien ou votre chat avec des mots. L'animal, il comprend ce que vous dites. Vous le savez, ça. Vous le voyez bien. Mais est-ce que vous entendez sa réponse ? Mais il est là, le truc. Et le fait de ne pas entendre sa réponse, ça veut dire que l'humain va faire des choses en pensant que c'est pour le bien de l'animal avec lequel il vit, sauf que c'est son besoin à lui en tant qu'être humain et pas le besoin de l'animal. Et qu'on rencontre un animal de compagnie chez soi ou un animal sauvage, y compris dans l'océan Atlantique, c'est exactement la même démarche. Et les animaux en mer, j'ai une passion pour les animaux marins, on va tous les ans à Bandol en mer avec tous les participants de stage qui veulent s'inscrire. On va en mer à la rencontre des dauphins et des baleines pour communiquer avec eux en Méditerranée. Et à chaque fois, la surprise, elle est immense. Mais pour chaque participant, puisque tous ceux qui viennent ont forcément fait le stage d'initiation avec nous, et à chaque fois, ils reçoivent des messages pour eux. Ils ne vont jamais se plaindre du nombre de sacs plastiques dans la mer. Ils vont jamais se plaindre de quoi que ce soit. Par contre, ils vont toujours être dans la proposition de solutions. Mais y compris nos animaux domestiques, ils disent toujours « voilà ce que je te propose ». Et en faisant ça, tu vas me soulager moi en tant qu'animal et tu vas te soulager toi. Et derrière, ça marche. C'est ça qui est important par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Derrière, le comportement inadapté, il disparaît. Et s'il n'y a pas de comportement inadapté, l'animal, vous voyez qu'il est complètement épanoui, quoi. Alors, je vais te dire d'abord ce que j'ai observé. La phobie des animaux, des araignées, des serpents. Ce que j'ai observé, c'est, genre, je vais pas te parler des araignées et des serpents tout de suite, mais des chevaux. Il y a énormément d'humains qui ont peur des chevaux. Et on fait souvent la 3e journée du stage initiation, on va dans des endroits où il y a des animaux présents, et souvent des centres équestres. Et souvent, j'ai 2-3 personnes avec moi que je prends par la main parce qu'ils ont peur des chevaux. Donc ça, c'est au début de la journée. Ils communiquent avec les chevaux. L'après-midi, ils vont voir les chevaux, ils ont plus peur. C'est réglé. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte à quel point cet animal qui pèse 500 kilos, en fait, il n'y a aucun risque. Souvent, dans cette 3e journée du stage, je réponds à la question des araignées après. Dans cette 3e journée du stage, on a des chevaux autour de nous qui se baladent au milieu du groupe, et puis tous les humains, ils sont au sol en train de communiquer avec les animaux. Les chevaux, ils se baladent, tranquilles, il se passe jamais rien. Depuis 15 ans, il s'est jamais rien passé. Et puis, une fois qu'on sort de la communication et qu'on débriefe, on va se mettre en petit groupe, et là, les animaux, ils vont s'animer. C'est-à-dire que s'ils ont des choses à montrer à leur humain qui est présent pour recevoir les messages, l'animal, il peut se mettre à cabrer, il peut se mettre à tourner comme un dingue, il peut se passer plein de choses. Ils vont montrer physiquement, au moment du compte-rendu de la communication animale, des signes extérieurs. Et quand ça va très loin, parce que encore hier, j'ai eu une personne au téléphone qui me dit mais je vous appelle et j'ai mes 3 animaux qui arrivent en même temps en courant. Je les connais pas, moi, les animaux. C'est eux qui ont accès à ce qu'elle est en train de faire et ils viennent l'encourager. La phobie des araignées, des serpents, en fait, ça appartient à l'être humain et non pas à l'animal. Donc, pour régler ça, c'est d'aller chercher la cause. Pourquoi il y a cette phobie ? Maintenant, c'est vrai qu'en communiquant avec une araignée,
ou avec un serpent, tout de suite, tu vas recevoir des messages de cet animal qui sont juste extraordinaires, et il est fort probable, comme pour les chevaux, que tu n'aies plus peur derrière. Et que ces animaux-là aussi, ils ont besoin de prendre leur place. Alors, quand je dis prendre leur place, ça veut pas dire se laisser envahir. Ça veut juste dire prendre leur place. Donc, dans une maison, il est évident qu'on peut pas vivre avec 50 araignées. Par contre, de leur offrir un autre espace, par exemple, on avait communiqué avec des taupes. Les taupes, elles étaient dans un jardin. Elles y étaient très, très bien. Elles ont expliqué pourquoi elles étaient dans ce jardin, pourquoi elles allaient pas ailleurs. Enfin, elles ont tout exprimé. Et puis, au bout d'un moment, la solution a été trouvée. Donc, les taupes sont parties et sont allées ailleurs. Et puis, c'était chez des personnes qu'on connaît. 2-3 ans plus tard, on retourne chez eux. Au moment où on arrive, poum, 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 dans le jardin. Donc, on a recommuniqué avec les taupes et elles ont juste dit, on est venu vous dire bonjour. Donc, vous voyez, quand on place un animal sauvage à une place en disant, ou une araignée, que ces animaux-là, ils sont sans conscience par rapport à l'être humain ou autre, on est complètement à côté. Oui. Oui. C'est intéressant cette question. En fait, tu vois un border collie? Border collie considéré comme un chien de troupeau. Tout le monde dit c'est un chien de troupeau, il a besoin de sortir, il est hyper speed. Des border collie de canapé, j'en ai rencontré plusieurs. Par contre, des Yorkshire qui sont considérés comme des chiens de canapé ou des chiens de sac à main, eux, ils ont besoin, pour certains, quand ils l'expriment, d'aller courir et pourquoi pas de garder des troupeaux. Donc ça veut dire que chacun a son histoire, sa personnalité, ses besoins, et que quand il est dans une famille, il est jamais là par hasard et que bizarrement, ce que lui, il exprime le concernant, ça concerne aussi les humains du foyer. Je fais toujours le lien parce qu'il est tellement, c'est tellement flagrant à chaque fois. Des fois, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que dans la communication, le Yorkshire, il se présente tellement grand qu'il passe pas les portes. Hein. Et oui. C'est assez étonnant. Oui. Alors ça, c'est encore une autre question. En fait, la question, c'est que disent les animaux dans le fait d'être mangés. Moi, je suis végétarienne depuis très longtemps. Florent aussi. Quasiment depuis toujours. Et en fait, c'est un sujet qui est extrêmement difficile parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Aujourd'hui, on est dans un monde industriel où il y a deux types d'élevage. Il y a des élevages familiaux et des élevages industriels. Je ne peux pas vous parler de ces élevages industriels parce qu'on n'y a jamais été. Par contre, les élevages familiaux, on va faire des journées de pratique dans des fermes où il y a des vaches laitières et des animaux qui sont destinés à donner du lait ou à partir à l'abattoir. Résultat des courses, on a en stage énormément de personnes qui viennent, qui ont des troupeaux et qui viennent se former pour communiquer avec les animaux de leurs troupeaux. Donc c'est juste extraordinaire. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que de par ce système industriel, les animaux sont pour la plupart maltraités, voire torturés. Une fois que c'est le moment, ils partent à l'abattoir. Quand ils partent à l'abattoir, c'est dans des conditions difficiles. Et quand ils y arrivent, tout va très très vite. Et pour certains, ils n'ont pas le temps de mourir, qui sont déjà découpés. Ensuite, ils sont transportés dans des barquettes, dans des supermarchés et jetés à la poubelle. Parce que périmés, parce que pas assez vendus, parce que. Donc voilà, ça c'est le schéma dramatique de ce cercle vicieux en fait qui est le monde industriel. Maintenant, quand on a communiqué avec des vaches laitières, les vaches laitières ont exprimé l'amour qu'elles avaient pour l'éleveur avec lequel elles vivent. Donc en l'occurrence, je pense à un monsieur qui a 70 ans, qui a fait ce métier-là toute sa vie. Et quand il a entendu que ces vaches l'aiment, ça a été une surprise pour lui. Il s'est mis une carapace pendant 50 ans de vie professionnelle pour ne pas ressentir cet amour. Quand il l'a appris, je pense que ça a été le jour le plus dur pour lui de toute sa vie. Ensuite, c'est sa fille qui a repris cette exploitation à laquelle je pense, qui est un exemple. C'est pas pour ça que c'est toujours comme ça. Et quand elle a repris l'exploitation, elle est venue se former à la communication animale. Elle nous a expliqué qu'avant, quand elle mettait un animal dans le camion, elle était obligée de le forcer à monter dans le camion pour partir à l'abattoir. Aujourd'hui, elle communique avec l'animal, elle lui explique ce qui va se passer, elle n'a plus besoin de forcer l'animal, il monte de lui-même. De tout ça, j'en tire aucune conclusion. Parce que je n'ai pas assez d'exemples pour pouvoir en tirer une expérience qui soit fondamentale. Par contre, ce que je peux dire, c'est que plus les éleveurs se forment à la communication animale, et plus il y a du bien-être animal dans les élevages. Le but,
comme les animaux, c'est que chaque être humain fasse ce qu'il veut et agisse en conscience en fonction de ce qu'il sait. Pourquoi je dis ça? Parce que on est dans une région ici, on est à Chambéry, hein. Oui. Ouais. Donc ici, on est dans une région où il y a énormément d'élevage de vaches. Et je me suis rendu compte en discutant avec des humains d'ici, dans les stages qu'on fait à Annecy, puisqu'on en fait 6 par an, qu'il y en a plein qui ne savaient pas que le veau, que le lait, pour que la vache ait du lait, il fallait qu'elle ait un veau. Que ce veau est ensuite pris à la maman, pour soit devenir une vache laitière, soit pour être emmené à l'abattoir, et qu'ensuite la lactation était maintenue de façon artificielle. Et je me suis aperçue que tout le monde ne savait pas. Donc moi, mon but, depuis toujours, c'est d'expliquer. De dire, voilà ce qui se passe. Mais de laisser la liberté à chacun de faire ce qu'il ressent. Oui. Pardon. Oui. Moi, je suis devenu végétarien. J'étais plutôt carnassier, hein, sans aucune conscience de ce qui pouvait se passer derrière. D'ailleurs, c'est ce qui est évoqué dans le livre. Souvent, quand on est enfant, on nous dit jamais mange ton lapin ou mange ton agneau, mais mange ta viande. Et tout simplement parce que on veut pas faire de mal à l'enfant. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement qui fait que moi, je me suis jamais posé toutes ces questions. Et quand je suis venu en formation de communication animale et que j'ai commencé à communiquer avec des animaux d'élevage, j'ai pris conscience de certaines choses. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça ouvre sur des consciences différentes. Mais je dirais que ça va même plus loin que ça parce que à un moment, bien évidemment, on peut pas manger ses amis. Ça, c'est sûr. Mais derrière, il y a une prise de conscience que toute vie est sacrée. Et dans les communications animales, on se rend compte que l'animal nous parle de ce côté sacré. Pour nous, une communication animale a un côté sacré. La parole de l'animal est sacrée. Je me répète, mais c'est très important. Parce que derrière, en communiquant et en mettant en valeur ce qu'est l'animal et ce qu'est l'humain, il met en évidence le côté sacré de tout être vivant. Donc derrière, il y a cette prise de conscience qui est importante. Donc bien évidemment, je suis devenu végétarien et il est hors de question de continuer à manger des animaux. Par contre, je connais cette démarche et je sais qu'il y a des étapes à passer. Et même si tous sur la planète, on en mangeait un peu moins, déjà, ça serait top. Voilà. Oui. Alors tout ça, c'est ce que j'enseigne au stage initiation. Donc effectivement, pour le mental des êtres humains, il est tellement présent que en fait, j'ai beaucoup réfléchi à la manière dont l'humain peut apprivoiser son mental. Et donc pendant le stage initiation, je donne plusieurs techniques et chacun va choisir son mode de fonctionnement pour ce mental. Le but, c'est que à partir du moment où tu me diras si ma réponse est complète ou pas par rapport à ce que tu souhaites. Hein. À partir du moment où tu te connectes à l'animal, une des premières choses à faire, c'est d'être en mode alpha, donc en relaxation légère, ce qui va t'ouvrir ton cerveau droit. Et ensuite, pendant le protocole, il y a un moment donné où je vais dire à la personne, maintenant, ton mental t'en fait ci, t'en fait ça, etc. Le temps de la communication. Quand on débute, le flux du mental, il arrive à chaque fois. Et c'est normal. Tout être humain a un mental, on peut pas le jeter à la poubelle. C'est notre fonctionnement. Donc, à chaque fois que le mental revient, j'ai mis au point des techniques pour que l'humain puisse à chaque fois le remettre de côté. Le temps d'écouter ce que l'animal a à dire. Et puis, à force de faire cet exercice, le mental, petit à petit, arrive de moins en moins. C'est une question d'entraînement. Et petit à petit, franchement, ça marche. Mais même dans la vie courante, hein, le mental, à partir du moment où on s'entraîne à ne pas l'utiliser en permanence, il est toujours présent, mais il prend sa place. Et uniquement sa place. Oui. En fait, ce que dit la dame, c'est que dans la médecine symbolique, ils utilisent des baguettes en posant des questions. Donc là, je pose à l'humain. Hein? Je connais pas encore suffisamment la médecine symbolique, mais je vais aller faire un atelier demain pour me faire enseigner ce que c'est. Là, le but, justement, c'est contrairement, par exemple, à la kinésiologie, que je connais un tout petit peu mieux, c'est de ne pas poser de questions pour uniquement écouter ce que l'animal a besoin d'exprimer. Donc, effectivement, le seul outil que l'on a, c'est d'apprivoiser le mental pour le mettre de côté. Et ça marche. Au bout d'un moment, me froncez pas les sourcils, je vous vois même au fond, hein.
Par les sens, ouais. Les sens actifs. En fait, dès que l'humain, en fait, je peux pas tout vous raconter là parce que je peux pas vous faire tous les exercices du stage d'initiation. Mais ça démarre déjà dans une initiation que tous les humains présents sachent, à travers des exercices que je vais leur faire faire, comment ils fonctionnent. Donc, quels sont leurs sens qui sont actifs. Tout le monde ne va pas avoir les mêmes sens. Une fois qu'ils savent comment ils fonctionnent, on va faire un autre exercice sur d'autres aspects, par exemple, comment ils ressentent les émotions. Mais pas quand ils sont en mode bêta, quand ils sont en mode alpha. Et là, ça va être encore une autre information. Et petit à petit, l'humain va avoir un début de grille de lecture. Ensuite, il va y avoir d'autres informations, dont celle qui va permettre de mettre le mental de côté, le temps de communiquer avec l'animal dont je parle depuis tout à l'heure. Et là, même pendant 1 minute, l'humain va recevoir des premières informations. Oui, ça peut être une image, oui, ça peut être une odeur, ça peut être tout ça. Et au bout d'un moment, à force de pratiquer, l'humain n'a plus besoin de faire tout ça et de décomposer. Il reçoit toutes les informations déjà traduites par son cerveau de ce que dit l'animal. Et oui, bien sûr que l'on a des garde-fous et qu'il n'est pas question d'interpréter. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de profondeur et qu'il est nécessaire à chaque fois de retourner à l'animal pour lui demander des compléments d'information, comme je disais tout à l'heure à la dame. Mais c'est que l'animal qui va valider. Il n'y a pas de test à travers des questions. C'est que l'animal qui valide. Bah demain. Ouais, bah demain. Oui. Alors la psychophanie, je connais pas plus que ça. D'accord. Alors sincèrement, je sais pas quoi répondre là, je sais pas. Par contre, communiquer avec des autistes, moi je l'ai déjà fait par télépathie. Communiquer avec des bébés humains, puisque c'est le mode de fonctionnement des bébés, sans le mental, justement, c'est complètement neutre. J'ai communiqué avec mon papa qui est décédé. Il a perdu la parole et j'ai pu l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie comme ça par télépathie. Exactement. Alors je l'appelle pas psychophonie, mais peut-être que la psychophanie utilise la télépathie. Alors là, il n'y a pas de question, non. Oui. D'accord. Oui. Oui. En fait, ce que j'ai expérimenté, c'est que si on pose des questions à l'animal, ça va orienter ce que l'animal va répondre. Et le but, c'est que lui puisse dire ce dont il a besoin lui, et non pas ce que l'humain veut savoir. C'est pour ça que la démarche est complètement ouverte et que les questions arriveront, bien sûr. Hein, toutes les questions de l'humain, on va y répondre, mais tout à la fin. Oui. Ça, c'est une question. Jamais. En fait, les animaux, dès qu'ils savent qu'on est là pour communiquer avec eux, il y a même des gens qui racontent l'animal est derrière la porte depuis ce matin alors que j'ai rendez-vous chez eux à 18h. Ils sont là, ils sont au taquet, ils attendent. Enfin, c'est le plus beau jour de leur vie, c'est énorme. Mais même des fois dans des communications, l'animal il va dire allez, mais tu comprends vraiment ce que je te dis. C'est génial pour eux, c'est extraordinaire. Donc jamais un animal va refuser. Par contre, il peut très bien prendre son temps. Et par exemple, au lieu de dire tout de suite des choses, il va prendre 5-10 minutes. Ça m'est arrivé, j'ai un souvenir en tête d'un cheval dans un centre équestre dans le sud. Il y avait du vent, ça faisait très western, etc. Et le cheval, rien. Donc je me suis assise, j'ai attendu. Au bout de 20 minutes, le cheval est venu. Il m'a mis le souffle comme ça sur moi, j'ai regardé, les 30 degrés, te voilà enfin. Et l'animal m'a exprimé pourquoi il avait fait ça. Et en fait, c'était un message pour son humaine. Il y a toujours un message derrière. Et le but, c'est pas que nous, on brutalise la rapidité de l'échange avec l'animal. C'est que je sais que de toute façon, il va me raconter ce qu'il a besoin d'exprimer. Il a son rythme. Moi, j'attends. En communication animale, toute situation est une information pour nous. Une situation où l'animal ne communique pas tout de suite est une information de non-communication, mais qu'on va avoir besoin de gratter, de creuser pour comprendre pourquoi il y a cette non-communication. Mais il y a toujours une raison. Il y a la dame au fond qui voulait... C'est bon? Tu voulais poser une question? Tu sais, si t'as un animal à la maison
et que tu fais une communication avec tes ados présents, je t'assure qu'il y a beaucoup de choses qui se passent après. Ouais, franchement, moi j'adore faire des communications même dans les ateliers comme on va faire demain. J'adore quand il y a des ados. Non, c'est mon cerveau qui traduit avec des mots. L'animal va pas utiliser des mots, il envoie l'information par télépathie, et comme je disais, au bout de quelques mois d'expérience, ton cerveau il traduit directement. Mais c'est pas l'animal qui va t'envoyer des mots, c'est ton cerveau qui traduit. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire, comme on disait tout à l'heure, d'avoir des compléments d'information. Parce que le but c'est pas d'interpréter, parce que c'est très facile d'avoir l'histoire de la pizza et de dire je pense que, j'imagine que, je crois que. Et le but c'est l'inverse, c'est que ce soit toujours l'animal qui s'exprime. Si on fait une communication tous les deux avec le même animal et avec les mêmes humains, on va avoir la même information, mais par des canaux différents et par des images ou des sons ou autres différents. Mais par contre, le sujet est le même. Ah oui, ça demande de l'attention, effectivement. C'est l'heure, déjà? Tout à fait. Pendant les 2 heures ou 3 heures, on est complètement avec l'animal. Et l'animal rebondit en permanence pendant la communication. C'est-à-dire que si on fait une traduction que c'est mal traduit, il va interagir, même s'il est à distance, hein, il nous l'exprime. Et si l'humain n'a pas conscience ou est dans le déni, il va interagir. Donc en permanence, effectivement, on est en connexion avec l'animal. Oui. Et quand on sort de 3 heures de communication, je vous assure, on a une patate d'enfer. Hein. Parce que l'animal, il nous a énergisés, mais c'est juste génial. En fait, d'écouter les animaux, ça permet vraiment d'avoir une autre vision des choses et du monde. Ils nous apportent un éclairage qu'on pouvait ne même pas imaginer avant de communiquer avec eux. Mais ça, c'est dû à l'écoute. Et parce que l'influence de l'humain n'intervient qu'à la fin. Alors, bien sûr qu'au quotidien, nous, on a 3 animaux à la maison, on se croise dans l'escalier, on va faire un check, on va dire ça va ce matin. Parce qu'on communique en profondeur avec eux en permanence. Donc il y a ce côté très léger aussi. Hein, la communication animale, le but c'est pas d'être tout le temps dans des trucs super lourds, machin. C'est aussi très fun, très rigolo. Et dans les stages, on rigole énormément aussi. Hein, je tiens à vous rassurer, parce que les animaux ont beaucoup d'humour. Hein. Oui. Bien fort pour tout le monde. Je voulais savoir s'il est important en communication. Est-ce que le fait d'être proche de son animal, enfin quand on fait de la communication avec son propre animal, est-ce qu'on influence justement, ou est-ce qu'on est influencé par ce qu'on connaît, ou est-ce qu'on arrive à rester neutre et à écouter réellement ce qu'il peut avoir à nous dire? C'est une très bonne question. En fait, il y a 2 réponses par rapport à ça. La première, c'est est-ce que l'humain qui communique avec son propre animal a vraiment envie d'entendre les messages? Ça, c'est forcément. La deuxième chose, c'est que quand on a plusieurs animaux à la maison, il y en a, par exemple, un qui va être en mission avec soi, où là, il va y avoir un côté émotionnel qui est beaucoup plus fort que, par exemple, avec les 2 autres. Pour communiquer avec un animal, il est nécessaire d'être extrêmement aligné. Et pour s'aligner, il y a 4 paramètres. Et c'est un des 4 paramètres, c'est l'émotionnel. Donc, si l'émotionnel, il est là, l'alignement n'y est pas. Donc, si l'humain n'est pas aligné, il pourra pas entendre son animal. Donc, vaut mieux à ce moment-là, même un animal en fin de vie. Nous, quand on a perdu un de nos chats, franchement, moi, j'étais tellement mal, je pouvais pas communiquer. Donc, j'ai demandé à quelqu'un qu'on a diplômé de communiquer avec mon chat parce que j'avais besoin d'aide. J'arrivais même pas à prendre la décision, alors que c'est mon métier tous les jours. Donc, je pense que c'est important de prendre soin de soi par rapport à ça. Par contre, dans le quotidien, avec nos 3 animaux, on communique non-stop. Et on a une petite chatte, à chaque fois que je suis en communication avec un animal, elle vient se mêler de tout. Et elle vient à chaque fois donner son grain de sel. Et je l'accepte parce que c'est toujours très important ce qu'elle va dire. Et c'est comme ça qu'elle est tombée amoureuse d'un autre chat sur une photo.